Bonjour et bienvenue à votre club de lecture, Le Bouquineur. Monique, Joanne et moi-même sommes toujours heureuses d'être avec vous. Encore cette semaine, Joanne sera avec nous, mais en capsule vidéo. Notre section ou segment souvenir cette semaine concerne Mme Danielle Dussault. Nous l'avions reçue aux saisons 2017 et 2018 et nous avions discuté avec elle de 2 de ses volumes, plus un atelier d'écriture qu'elle donnait à Victoriaville à ce moment-là. Les 2 volumes dont on avait parlé étaient Anderson's Inn et Libérami, 2 volumes que j'avais beaucoup appréciés. Et elle a publié cette année un recueil de nouvelles qui s'intitule « Les ponts de Prague » que je vais sûrement lire. Il est maintenant temps de rejoindre notre invitée, Mme Monique T. Giroux, qui est écrivaine, recherchiste et conférencière bien connue dans la région. Bonjour, Mme Giroux. Bonjour. Alors, est-ce que c'est une passion qui est là depuis longtemps, la passion d'écrire? Oui, ça a d'abord été la passion de lire. Dès que j'ai su lire, ça a été une découverte parce que je viens d'un milieu où les livres étaient absents. Ah oui? Et vraiment, ça a été une façon de m'évader, de découvrir le monde. Puis dès que j'ai su écrire, ça a été une passion aussi. Ah oui. Puis comme j'avais du succès dans mes compositions, mes rédactions à l'école, c'était encourageant. Fait que j'ai toujours continué. J'ai arrêté un bout de temps quand mes enfants étaient petits, puis j'ai repris après. Qu'est-ce qui vous a donné la motivation à écrire, mais pour diffusion? Bien, ça a commencé parce que j'écrivais des textes dans mon travail, dans le communautaire, et j'ai vu que ça suscitait de l'intérêt. Fait que j'ai décidé de pousser vers ce milieu-là. Et c'est très, très difficile de percer. Donc, la façon que j'ai eue de commencer, c'est par des concours. Ah oui? En participant à des concours littéraires. OK. Puis, quel type de concours littéraire? Bien, j'ai cherché sur Internet les concours auxquels je pouvais correspondre. Il y avait, entre autres, des concours première œuvre. Il y avait des concours. J'ai commencé tout doucement, dans le fond, c'est que j'ai suivi un atelier littéraire comme auditrice libre au Cégep avec Jean-Pierre April. Ah oui. Et lui m'a téléphoné après la fin du cours pour me dire il existe un concours au Cégep et la population peut participer. Fait que présente tes textes. Ce que j'ai fait, et j'ai remporté les 2 dernières années. Malheureusement, le concours n'existe plus. Il y avait 3 éditions possibles pour une personne qui remportait le concours et la 3e année, le concours était éliminé là, pour différentes raisons. Fait que ça a été le début. Après ça, j'y étais de façon régionale, le concours des écrivains de la Mauricie que j'ai remporté. Après ça, le concours Lu-Relu. J'ai eu une mention aussi pour le concours de meilleur texte de 3 pages de l'Université du Québec à Chicoutimi. 2 fois finaliste pour le prix Radio-Canada, entre autres. Tout un début de carrière. Bien, c'est échelonné sur plusieurs années. Vous avez écrit aussi un volume sur la grippe espagnole. Parlez-nous un petit peu de ce volume-là. Bien, ce qui est arrivé, c'est que je cherchais un sujet qui est typiquement victoriavillois et qui n'a pas été traité. Et en lisant sur la Première Guerre mondiale, j'ai lu une demi-ligne qui disait que l'épidémie de grippe espagnole avait débuté à Victoriaville, en Amérique. Pas des cas isolés, l'épidémie comme telle qui est devenue pandémie. Et là, j'ai pris de l'information, puis il n'y avait rien sur le sujet. Fait que c'était vraiment un sujet qui n'avait pas du tout été exploité. Fait que là, j'ai commencé des recherches. La meilleure façon de faire des recherches, c'est les journaux. Parce que quand on dit que ça a débuté quelque part, bien, il faut trouver la preuve. Et là, bien, avec les journaux, on sait où ça a débuté aux États-Unis, où ça a débuté au Québec, où ça a débuté au Canada. Et là, on peut prétendre que vraiment ça a débuté à Victoriaville suite au Congrès eucharistique. Le Congrès eucharistique a fait en sorte que ça s'est répandu partout en Amérique. Et le titre de ce volume, c'est les versions de la vérité. Oui, c'est qu'il y a 3 versions, en fait. La première partie, c'est la version qu'on pourrait appeler historique mondiale, c'est-à-dire qu'il y a eu 50 millions de morts, où ça a commencé, comment ça s'est vécu, mais de façon beaucoup plus abstraite quand on tombe dans des chiffres aussi importants. Après ça, la version régionale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a eu comme effet au point de vue social et économique pour la région des Bois-Francs. C'est-à-dire, il y a eu des faillites, il y a eu beaucoup de veuvages, beaucoup d'orphelins. Qu'est-ce que ça a voulu dire dans ces familles-là? Et la dernière version, c'est une version personnelle.
c'est-à-dire dans la vie d'une personne, comment ça a été vécu. Et plus on avance, plus ça devient touchant. Ah, sûrement. Parce qu'on passe de l'abstrait au concret. Ah oui, oui. Une belle façon d'amener le sujet, vraiment. Je comprends que vous ayez gagné des concours. Vous avez aussi été journaliste pigiste. Expliquez-nous un petit peu. Bien, j'ai été journaliste pigiste. Ça a commencé, Alain Bergeron, qui à l'époque travaillait à l'Union, m'avait demandé. Il était venu d'abord faire un article sur mon livre, Les versions de la vérité, et il m'avait dit, est-ce que tu serais intéressé à remplacer quelqu'un pendant un mois? Évidemment, c'était une nouvelle expérience, j'ai accepté, et j'ai été là 7 ans. Et moi, ce que je faisais, c'est que je couvrais les événements de la fin de semaine. Ah, et parallèlement à ça, j'ai aussi fait des articles pour la Tribune de Sherbrooke, mais qui concernaient les gens de la région ici, et puis un petit peu aussi pour l'Éclaireur, là, durant les dernières années, là. Donc, quand même, beaucoup de journaux, là, pas seulement à Victoriaville. Bien, c'était quand même modeste là, comme contribution à l'IR. C'était surtout à Victoriaville. Là. Je couvrais tous les événements là, du vendredi midi au dimanche soir. OK. Donc, vous faites beaucoup, beaucoup de recherches pour écrire ces nouvelles-là, pour écrire tout ce que vous avez écrit à date. Vous avez aussi collaboré à plusieurs volumes de la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville. Ça doit demander beaucoup de travail. Bien, avec la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville, c'est une équipe. Parce que vraiment, écrire ça seul, ça serait colossal comme travail. Fait qu'il y a des recherchistes. Puis moi, j'ai fait un peu de recherche, mais j'ai surtout fait de la rédaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait différents journaux. Il y avait quelqu'un qui répertoriait les articles de journaux. Et c'était de faire un résumé, d'éviter les répétitions. Puis des fois, dans des journaux différents, on avait une phrase dans un journal qui n'était pas dans... une information qui n'était pas dans l'autre article. Fait que c'était de combiner les deux et évidemment de raccourcir parce que j'écrivais mes textes et puis là, on me disait « il faut que tu coupes de moitié ». Donc, il fallait apprendre à résumer. Oui, hein? Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, vous avez écrit des contes pour enfants qui ont été édités par Solidarité Nord-Sud. Oui, là encore, c'est un concours de circonstances. On avait demandé à Alain Bergeron de les écrire, il n'y avait pas le temps, et il a proposé ma candidature. Fait que comme j'étais disponible, ça a été une belle aventure, ça aussi, que j'ai contribué à mettre en place. Et d'ailleurs, il y a certains de ces contes-là qui ont été traduits en espagnol. Oui. Donc, les petits Espagnols ont pu... Bien, là encore, la diffusion est quand même assez limitée, mais les collaborateurs avec Solidarité Nord-Sud dans ces pays-là ont accès à ce document-là. Vous avez publié aussi, vous avez effectué des recherches et probablement publié des choses pour des expositions de la Maison-École durant Saint-Chico. Parlez-nous donc de ça. Moi, c'était la recherche à ce moment-là. Recherche, OK. Ce qui est arrivé, c'est que moi, pour faire les différents textes que j'ai faits, j'ai lu tous les journaux d'époque et j'ai ressorti tout ce qui était intéressant dans tous les domaines. Et là, évidemment, ça m'a fait 400 pages de texte. Et je l'avais proposé à un éditeur spécialisé dans l'histoire. Et c'était... Bien, au début, j'avais un éditeur qui était intéressé. Finalement, il a décidé que l'auditoire n'était pas suffisant, fait qu'il a renoncé à publier. J'ai trouvé un autre éditeur qui m'avait été référé pour vraiment l'historique. Et lui m'a appelé et il dit, écoutez, ça m'intéresse. Le contenu est très intéressant, mais il dit, moi, je vous verrai dans une série avec photos. Mais des photos historiques, évidemment, de 1860 à 1960. Moi, j'avais aucune photo. J'avais amplement d'anecdotes, mais aucune photo. Fait que là, il a fallu que je trouve des photos et j'avais comme objectif d'en avoir de toutes les municipalités de la région. Fait que là, moi, j'avais fait les Bois-Francs. Il me dit, si ça se vend bien, à ce moment, après, on fera l'érable, les municipalités de l'érable. Ça s'est bien vendu, donc l'érable a été publié l'année suivante. Pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? J'ai toujours des projets d'écriture. Malheureusement, c'est très difficile d'arriver à être publié, de trouver un éditeur intéressé. Actuellement, j'ai recommencé à faire des concours en prenant des textes qui sont dans mon manuscrit pour essayer de susciter de l'intérêt. Fait que j'ai espoir que ça l'ouvre des portes. Et j'envoie mon document à des éditeurs. Mais on
on envoie plein à 15-20 éditeurs avant d'avoir une réponse positive. Bien, je vous remercie beaucoup, puis j'espère que vous allez être édité parce que c'est vraiment intéressant ce que vous publiez. Et puis, je veux vous remercier aussi de donner aux générations futures l'occasion de ne pas oublier le passé de notre région. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la bibliothèque Alcide Fleury et nous parlerons avec Joanne encore aujourd'hui de femmes. Alors, bonjour Joanne. Bonjour. Alors, c'est un thème chez toi qui est quand même assez prolifique, les femmes? Oui, c'est un thème qui me rejoint. Toutes sortes de femmes, des femmes fortes, des femmes moins fortes, des femmes audacieuses. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler de femmes qui sont des mères. Le titre de mon livre étant « Entre toutes les mères ». Et ce qui va vous paraître assez audacieux de la part de l'autrice, c'est que c'est paru en mai 2021 à la Fête des mères. Et elle a d'ailleurs donné une entrevue au journal La Presse à ce sujet-là, et je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Donc, l'autrice, c'est Ashley Audrin. Elle a travaillé dans les relations publiques, puis comme directrice de publicité de Penguin Books Canada. Elle vit à Toronto. Elle élève seule ses jeunes enfants. Elle élève avec son compagnon, et vous allez comprendre pourquoi. Et Entre toutes les mères est son premier roman. Elle est déjà sacrée phénomène littéraire par la presse internationale et a été traduite en 30 langues. Je reviens au journal La Presse. Donc, La Presse, en mai 2021, cite « La Torontoise Ashley Audrin met le doigt sur les questionnements les plus tabous qui soient entourant la maternité. » Et ça fesse. C'est pas moi qui le dis, c'est La Presse. Si je ne suis pas une bonne mère, et si l'enfant, lui, n'est pas un bon bébé, pire si je ne l'aime pas, et s'il n'est pas carrément aimable. Dans son tout premier roman, un thriller qui est angoissant et dérangeant au possible. C'est pour ça que je vous dis, Fête des mères et ce livre, il y a comme un malaise à ce que ce soit publié à ce moment-là. C'est un roman fort qui est vibrant puis qui est émouvant. Donc, l'histoire commence par la toute fin, ça met en scène une femme qui est seule, qui regarde de l'extérieur la vie nouvelle de son ex-mari. Cette femme-là, tout au long du livre, elle s'adresse à son ex-amoureux, le père, je vais les appeler ses fameux enfants, une fille et un garçon. En fait, la mère qui regarde son ex-conjoint se nomme Blythe. Elle est la fille de Cecilia, qui a abandonné sa famille pour rejoindre son amant alors que Blythe était toute jeune. Mais Cecilia, elle-même, a été abandonnée par sa mère, qui s'appelait Etta, parce que la mère s'est suicidée. Donc, vous voyez que le passé de Blythe est empreint de malaise concernant la maternité. Blythe, elle, ce qu'elle veut, c'est lorsqu'elle va rencontrer l'homme avec qui elle désirera avoir des enfants et qui va s'appeler Fox, celui qu'elle observe, elle se dit, moi, je vais être une bonne mère, je vais défaire le passé qui m'a été attribué par ma mère et ma grand-mère. Et d'ailleurs, lorsqu'elle épouse finalement Fox, elle conjure le sort. Il désire un enfant. Elle a un premier enfant, une petite fille qui s'appelle Violette. Et Violette, c'est une enfant comme on ne peut pas rêver d'avoir, mais à l'extérieur, ce qu'elle donne comme image à la relation mère-fille, elle est parfaite. Toutefois, la petite fille, elle est vraiment perverse. Elle est méchante. Et par contre, vers l'extérieur et avec son père, tout va bien. Il y a seulement la belle-mère qui, à un moment donné, se pose des questions sur cette petite fille-là. Et un jour, elle a un petit garçon qui s'appelle Sam. Et là, la relation, elle est magnifique. Et Sam est magnifique. Tout va bien avec Sam. C'est l'enfant rêvé. Et elle croit pouvoir rétablir avec Violette le même genre de relation. Elle tarde, elle fait plusieurs essais. Mais ce qu'on croit comprendre, c'est que même si elle essaie, elle n'y arrive pas.
et elle revient toujours sur son passé. Mais est-ce que c'est vraiment son passé ou c'est cet enfant-là qui est comme ça, point à la ligne, qui n'est pas capable de fusionner avec la maman, qui fusionne avec son père? Puis, je ne vous dévoile pas la fin, puisqu'il y aura une question de la seconde conjointe du papa qui entre en jeu. OK. Bon Dieu, c'est encore assez complexe aussi, hein, comme relation entre les enfants et les parents, là. Ben, merci beaucoup. Ça a été intéressant d'entendre ça et on va sûrement le lire. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour Monique. Bonjour. Qu'avons-nous au menu cette semaine? Alors aujourd'hui, je vous parle de La Daronne qui a été écrite par Anne-Laure Kerr. Bon, je vais d'abord vous parler de l'autrice parce que pour moi, c'est une découverte. J'avais jamais lu d'ouvrage de cette écrivaine et j'ai bien l'intention de récidiver. Alors, je vais quand même vous en parler un petit peu. Qui elle est? C'est une romancière, une scénariste et une réalisatrice française. Et elle est également avocate. Elle travaille dans un cabinet, dans son cabinet d'avocat avec son mari. Et elle a écrit jusqu'à maintenant quatre ouvrages, 5 peut-être avec La Daronne, Commis d'office, qui a gagné des prix, Toile de maître, Grown X0. Et tout récemment, elle vient de publier en 2020 Richesse oblige et La Daronne a été tournée en 2020 en film. Moi, quand j'ai appris que La Daronne, on en avait fait un film, j'ai été absolument pas surprise parce que c'est un ouvrage que l'on voit. Non seulement on le lit, mais on le voit. C'est sûr qu'on voit tout le temps un livre dans sa tête. On voit l'histoire, on voit les personnages, on les invente, etc. Mais dans le cas de La Daronne, c'est peut-être plus facile que dans d'autres cas. Là, il n'y a pas de bataille de masse, etc. Donc, c'est une écriture que j'ai trouvée extrêmement visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une daronne? Daronne, c'est en argot français. Ça veut dire soit mère, soit patronne. Un daron, une daronne, un père, une mère, un patron, une patronne. Alors, dans son cas, elle, c'est plutôt une patronne et non pas une mère. Je vais vous en lire un petit extrait. Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse, avec une vision morale de l'existence, qu'on a trimé toute sa vie pour garder la tête hors de l'eau tout en élevant ses enfants, quand on a servi la justice sans faillir, traduisant des milliers d'heures d'écoute téléphonique avec un statut de travailleur au noir, on en arrive à franchir la ligne jaune. Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d'un go-face et on le fait l'âme légère en ne ressentant ni culpabilité, ni effroi, mais plutôt, disons, un détachement joyeux et on devient la daronne. Alors, comme le dit la critique, c'est court, musclé, hilarant. Je vous le promets. Alors, la daronne, qui elle est, c'est le portrait désabusé d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle s'appelle Patience Portefeu. Elle est la fille d'un truand tyrannique et d'une ancienne déportée. Et elle a connu une enfance absolument hors norme, où elle vivait dans un taudis, mais dont le père leur payait des vacances dans des palaces. Bon, enfin, bref, elle est la mère peu maternelle de 2 filles, très gentilles. Et sa parfaite maîtrise de l'arabe fait en sorte qu'elle est engagée par la police et elle traduit les écoutes téléphoniques, les conversations téléphoniques de truands qui sont sur écoute. Bon, je l'ai dit correctement. Et là, pendant ces enquêtes-là, elle apprend qu'il y a un lot de cannabis qui a dû être abandonné parce que les truands qui devaient aller livrer cette cargaison-là, on risquait de se faire prendre. Alors, plutôt que de se faire prendre avec un lot de cannabis, ils l'ont largué dans un champ. Et elle le sait. Elle l'entend, elle traduit tout ça. Là-dessus, je me dis, non. Pourquoi pas, là, tu sais? D'autant plus qu'elle doit voir aux besoins de sa mère qui vit dans une résidence pour personnes âgées.
Et on s'aperçoit qu'en France, ben, le filet social est beaucoup moins tissé, serré qu'il l'est ici. Alors, elle décide d'aller chercher cette cargaison de cannabis et de la blanchir, puis bon, de se faire une vie plutôt agréable. Alors, la daronne, ben, c'est une femme qu'on n'oublie pas. C'est un ouvrage léger, mais c'est un ouvrage amusant. C'est un ouvrage... En tout cas, moi, je vais lire les autres, surtout pendant des périodes de vacances, là. Lisez Anne-Laure Kerr, ça vaut la peine. Bien, merci beaucoup, Monique. Belle suggestion. Alors, moi, je vais vous parler d'une autrice dont j'ai déjà parlé, Laetitia Colombani, avec La Tresse, la saison dernière. Elle a récidivé avec Le Cerf-Volant cette année. Alors, c'est l'histoire d'une femme, Léna, qui décide de tout quitter après un drame qui a fait basculer sa vie. Elle décide d'aller en Inde pour tenter de se reconstruire elle-même. Elle a la difficulté, elle arrive en Inde, elle a la difficulté à dormir. Elle n'a de répit qu'à l'aube quand elle va nager dans l'océan Indien. Et naturellement, c'est à l'aube, donc la plage est déserte ou presque. Mais elle aperçoit chaque matin une petite fille qui est seule et qui joue au cerf-volant. Alors, à un moment donné, ça se produit à tous les matins, à un moment donné, bon, bien, Léna est en train de se noyer. La petite fille voit ça, elle donne l'alerte, et il y a un groupe de femmes qu'on appelle Red Brigade qui vont la sauver. Donc, Léna est sauvée grâce à la petite fille. Elle va vouloir la remercier, elle va vouloir aller savoir où est-ce qu'elle habite, et elle s'aperçoit qu'elle travaille sans relâche dans un restaurant où elle a été recueillie par des cousins, encore le même principe, recueillie par des cousins, et elle n'a jamais été à l'école. Elle ne parle plus, elle ne dit plus un mot, c'est un mutisme complet. Donc, elle a été traumatisée, probablement. Mm-hmm. Et Léna va vouloir savoir... C'était une enseignante, Léna. Donc, elle s'aperçoit qu'elle n'a jamais été à l'école, qu'elle ne parle pas. Le matin, ils vont toujours se revoir. Elle va lui apprendre à lire et à écrire sur le sable de la plage. Et aidée de Pretty, qui est la chef de brigade d'autodéfense de la Red Brigade, aidée de celle-ci, elle va penser à créer une petite école pour justement les enfants qui n'ont pas appris à lire ou à écrire parce qu'ils font partie des intouchables. Hein? Il y a l'Inde des touristes, mais il y a l'Inde aussi des gens qui sont miséreux, qui n'ont pas accès à l'école, etc. Elle va se buter naturellement aux traditions de l'Inde, qu'elle ne connaît pas. Et c'est un monde dont elle ignore tout. Mais Pretty et le petit groupe d'autodéfense vont l'aider à essayer de bâtir cette petite école-là. Il va falloir qu'elle convainque, comme le restaurateur qui fait travailler la petite, que la petite aille à l'école. Lui, il ne veut pas, parce que lui, il veut qu'elle travaille chez elle, tout ça. Alors, elle va leur offrir des sacs de riz pour pouvoir... Tu sais, elle va trouver plein de solutions pour essayer que les jeunes enfants viennent à l'école. Alors, on assiste à tout ça, ces efforts, puis tout ça. Ce qui est très intéressant, à mon avis, de voir tout ce qu'elle peut faire, puis ce à quoi on se bute quand on veut essayer de changer les traditions. Parce que c'est quand même, dans ce milieu-là, les jeunes filles sont violées, sont vendues ou données en mariage parce qu'il y a une dot. Et bon, voilà. Puis c'est 10, 11 ans qu'elles sont données, là. Alors, c'est une aventure où on mêle l'espoir, la colère, mais la volonté et le rêve de changer la vie des enfants aussi par l'éducation. Alors, pour moi, ça a été une rencontre inoubliable entre une femme, une jeune fille et aussi une enfant. Comme dans La Tresse, il y avait 3 destinées, 3 portraits, c'est la même chose ici. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé.
Je trouve que c'est un magnifique roman sur la condition féminine et l'exploitation des enfants là, en Inde, pour les moins nantis, on s'entend. Et on se rend compte de l'importance de l'éducation pour essayer de se sortir de cette misère-là. Alors, je vous le recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme j'avais beaucoup aimé La Tresse. Et la petite fille, il y a un lien avec La Tresse? Avec une petite fille de La Tresse. OK. Alors, voilà, c'était le livre de cette semaine pour moi. Et je termine en vous citant un auteur inconnu. Les livres sont une porte secrète vers un monde nouveau. Alors, tournez vite la première page et bon voyage. Bonne semaine.